merci beaucoup de votre présence pour cette soirée qu'on a intitulée Performance. Il ne s'agit pas vraiment d'une performance, mais qui est consacrée donc à une monographie de Véronique Goël dans le cadre de cette exposition qui s'intitule Accouchement. Ce catalogue lui-même est une sorte également de mise à distance et moi j'ai vu comme une œuvre en soi. Et donc on a pensé pour la soirée montrer un petit extrait d'un film de 1982 de Véronique Goël qui s'appelle Soliloque numéro 2, La Barbarie, c'est son sous-titre. Et bon, le but de cette soirée, c'est aussi d'avoir un échange avec vous pour rentrer dans une œuvre que certains connaissent probablement bien, voire très bien, et d'autres peut-être pas, ou pas du tout. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir des portes pour que chacun ait envie de... donc je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, je peux juste dire que l'extrait qu'on a choisi, c'est en fait le 50% d'un film, c'est les 10 premières minutes d'un film qui en dure 20. C'est un choix un peu cruel à faire parce que effectivement c'est quand même c'est le fragment d'une œuvre si on veut, et c'est aussi un film que vous allez retrouver dans la monographie sous forme de capture d'écran, donc d'extraits comme ça photographiques. Bon, ça aide peut-être à comprendre mieux après comment le travail s'est construit à l'intérieur de la monographie, parce que effectivement d'essayer de remettre en scène des films pour toute la partie, les 15 premières années de mon travail qui sont essentiellement centrées sur l'image en mouvement, de tout d'un coup extraire 20 ou 30 photogrammes sur quelque chose qui dure 20, 30, 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment un travail qui a été pour moi très très compliqué, très ardu, parce que comment arriver à donner le sens du ton aussi, hein, de l'objet, avec quelques images, quoi. C'est quand même une démarche qui m'a été assez compliquée. Et bon, j'espère que c'est réussi. On a toujours cette envie-là. Et ça vous donne juste un peu une approche du travail dans ce petit extrait de 10 minutes qu'on va vous montrer, qui est assez représentatif de mon travail cinématographique. Donc oui, c'est toute c'est une construction qui est en étage, si on veut. Hein. C'est des couches, c'est des fragments de vie hein, qui sont superposés les uns aux autres, souvent de manière peu immédiatement lisible, mais qui sont là et qui finissent par former un tout. Aussi, à partir de la deuxième partie où on passe sur Berlin, on passe sur une réalité qui est beaucoup moins immédiatement personnelle, mais beaucoup plus liée à l'histoire, du coup à l'histoire avec un grand H plutôt que l'histoire personnelle, quoi. C'est les imbrications de cet ordre, avec les extraits de journaux qui vont venir qui ponctuent le film aussi, hein, qui sont des tout petits fragments de journalistique du journal Le Monde, sur une période de je sais plus, 4-5 mois. Hein. C'est tout des périodes de guerre dans le monde, qui viennent aussi remettre continuellement cette espèce la réalité un peu dure et le réel, quoi, apporter du réel comme ça, un peu en coup de poing, qui peuvent passer aussi parce qu'ils sont
il y a la distance de l'écrit sur l'écran plutôt qu'un apport sonore qui est plus, je trouve parfois difficile à encaisser ou qui est plus difficile à gérer au niveau de l'émotionnel. Je sais pas. Il y a un grand soin formel, enfin on voit dans les images qui sont très, très belles. Est-ce que ça fait partie de votre langage? C'est une fin en soi? En quoi est-ce que ce soin donné à la qualité de l'image, des plans, à la forme, oui. Parce que la qualité de l'image, c'est du Super 8 gonflé en 16 en 1980. C'est pas, disons que... Enfin, c'est une qualité d'image qui est d'un autre ordre, qui a une densité, pourrait-on dire, d'image plutôt que quelque chose de qualité. Enfin, peut-être qu'on peut trouver ça des images de qualité, je sais pas. Au niveau de l'image en elle-même, si on compare ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le moindre des appareils techniques, c'est évidemment la qualité de l'image, elle n'est pas vraiment... elle est très spéciale, quoi. C'est du Super 8. Il parlait de la construction. Les images sont très belles. Enfin, comment tu construis tes plans? Ouais, c'est une certaine... c'est une densité de l'image. En tout cas pour moi, c'est l'épaisseur de l'image ou sa densité qui peut peut-être décréter qu'elles sont belles. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça fait partie de votre langage ou est-ce que c'est le but de votre travail de film, d'arriver à... Oui, je pense que tout mon travail cinématographique, mais aussi photographique, hein, différemment, mais aussi à travers la photographie, est construit de manière extrêmement formelle ou formalisée. Il y a une très grande rigidité dans le cadre, dans la manière dont la caméra est posée, dans ce qu'elle regarde. C'est effectivement une exigence qui est très claire chez moi, qui vient de la peinture ancienne en fait. Je pense beaucoup. Souvent, tout le début de mon travail est aussi issu d'un rapport à la peinture de la Renaissance ou même de la pré-Renaissance. Enfin, c'est toute cette distance qui existe à cette époque-là, qui a beaucoup influencé mon travail d'image cinématographique. Alors c'est une forme particulière, mais c'est effectivement très formalisé. Et on retrouve ça systématiquement dans le travail. Et c'est aussi par moments ce que j'ai essayé de retrouver, la possibilité de reconstruire cette relation à la forme, de retrouver ça dans ces tout petits extraits pour chaque projet. Et chaque film est aussi construit avec une forme de scénario. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. Alors, ça dépend ce que vous appelez un scénario. En tout cas, un déroulement de... Il y a une narration, il y a quelque chose, elle n'est pas linéaire, mais elle existe évidemment. Il y a une construction, mais c'est une construction qui est 2 pages à 4, par exemple, pour un film comme ça. C'est dire, voilà, la première séquence, c'est une séquence qui va se dérouler dans un endroit comme ci, comme ça, avec des personnages qui vont traverser l'écran. Après, il y a toute une série, toute une partie qui est de l'ordre qu'on pourrait dire de la photo de famille, enfin de ce qu'on photographie quand on voyage avec des amis ou comme ça, des snapshots qu'on dirait aujourd'hui, ou ce qu'on fait avec son téléphone mobile. Alors on en faisait beaucoup moins à l'époque, et puis avec d'autres systèmes, mais c'est des souvenirs, c'est des photographies qui sont des photographies de souvenirs. Et puis après, dans la troisième partie, eh ben là, on rentre on va à la découverte d'une ville qui est en l'occurrence Berlin, que je ne connaissais pas du tout, dans laquelle j'étais jamais allée. Donc l'idée
Elle est posée sur le papier en 2 lignes. L'idée, c'est de rentrer dans Berlin et de s'arrêter quand on arrive sur le mur. La fracture, l'impossibilité de continuer. Et donc ça, c'est une structure qui est déterminée. Après le reste, c'est un travail cinématographique pur. Après, ça se construit au montage, ça se travaille à la prise de vue. Après, il y a toute la construction du son aussi, entre un son qui est fabriqué a posteriori, donc toute la voix off, les relations du son in et off aussi, tout le temps, et puis tout d'un coup l'apport du son direct, par exemple sur la partie berlinoise, on est avec quand même un son direct important. C'était d'ailleurs assez comique pendant le tournage parce qu'on avait une toute petite caméra Super 8 comme ça, et puis on avait un gros Nagra stéréo immense. Le renversement des pouvoirs, si on veut. c'est plus l'image qui domine tout à coup, mais c'est le son qui prend. Pour en revenir à la monographie, vous l'avez présenté un peu dans un commentaire sur les questions qu'on avait posées à chacun des artistes qui participent à l'exposition. Et vous présentez un peu comme une épreuve, peut-être une des plus grosses épreuves que vous ayez franchies jusqu'à maintenant. C'est la plus longue, hein. Ça a duré le produit. Bon, alors c'est pas que par la difficulté personnelle dans le travail, mais ça a duré 5 ans. Donc évidemment, même avec un gros film, en général, on est assez strict. Ça prend 1 année ou 2 ans. Mais bon, 5 ans, c'est un peu beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie aussi pendant 5 ans. Ça change beaucoup. Et puis replonger dans toute son histoire de travail, c'est un peu... c'est pas évident, quoi. C'est pas du tout évident. Mais c'était important. C'était important déjà de porter ça, et puis... Oui, à un moment donné, c'était un peu faire le point, quoi, aussi, de se dire, ben, tiens, comment c'était il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, qu'est-ce que je produisais, comment, avec quelle dynamique, avec quel but, comment ça se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut montrer ça dans un objet qu'on peut mettre dans son sac et partir avec. Comment est-ce qu'on peut réduire ça à un objet qui, même s'il est conséquent, reste quand même quelque chose de très tout petit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous lui avez donné une forme à ce livre. Cette forme, il fallait la trouver. Ça a pris beaucoup plus de temps que tout ce que je fais d'habitude, quoi. C'était vraiment très très difficile. Parce que redonner une forme à quelque chose qu'on a fabriqué soi-même, redonner une forme différente, tout en conservant le sens, en essayant de conserver le sens de la chose. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ? Moi, je voulais vous demander quels sont vos rapports avec les nouvelles productions d'images. C'est-à-dire que je ne connais pas du tout votre travail, hein. Donc du coup je le découvre à l'instant là sur ce qu'on vient de voir. Et je me posais la question du rapport que vous entretenez maintenant avec la production d'images. Mais la production d'images en général ou la production d'images en mouvement? Est-ce que vous parlez de peinture, Non, d'image en mouvement. De l'image en mouvement. Ouais. Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, hein, mais c'est compliqué, hein, ce qui se passe aujourd'hui. C'est effectivement toute une autre construction formelle
On est dans une structure beaucoup plus serrée. Les montages se font à raison de 3-4 secondes par plan. C'est parfois très difficile à gérer, je trouve, physiquement au niveau de l'extrême saturation de l'image. Après ça, heureusement, les époques changent, les approches formelles sont différentes, ça bouge. Il y a quand même plein de choses que je continue à voir. En ce moment, c'est assez souvent dans des productions plutôt asiatiques, mais en même temps, l'image, elle continue à se fabriquer. Et à cette époque-là aussi, il n'y avait peut-être pas beaucoup de choses qui m'intéressaient au niveau du cinéma. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a toujours des gens qui arrivent à créer des choses qui sont passionnantes, intéressantes, nouvelles dans le sens où ça produit une dynamique et du sens surtout. Et je pense que ça ne peut pas disparaître quand même. C'est peut-être moins vaste comme corpus, mais il est là, il existe. Je voulais vous demander si le fait d'avoir fait cette monographie, vous aviez peut-être découvert un sens auquel vous n'aviez pas pensé au fil des années en travaillant. Que tout d'un coup, c'était comme une sorte de révélation d'une cohérence peut-être que vous n'aviez pas soupçonné avant. Non, j'ai plutôt découvert un peu, justement, une répétition du sens, plutôt que quelque chose que je ne connaissais pas, mais d'en voir la répétition, le côté répétitif de cette aventure. Des fois, il est un peu surprenant aussi. C'est vrai que ça, c'est un peu tout d'un coup de se dire « Ah ouais, ouf, c'est comme ça tout le temps !» Et même je retrouve ça, je pense que je l'ai aussi remarqué en cours de travail, mais si je fais une installation, je me rends compte que mes images, elles se construisent presque, elles sont fixes, mais c'est comme un film. Il y a une espèce de narration qui se profile dans l'ensemble de la série, par exemple, si je travaille sur les séries. Que vous découvrez en faisant. Au montage, oui. Quand la chose se décide, parce qu'il y a quand même une accumulation de matériel à un moment donné. Par exemple, je sais pas, quand j'ai passé 6 mois à Barcelone, j'ai fait des séries d'images que j'ai accumulées. Et au moment où j'ai commencé à construire le travail à partir de ça, oui, au final, je me rends compte, si je regarde ça maintenant, je me dis, oui, c'est évident, quoi. C'est une narration comme ça qui se déroule. C'est un film. Et d'ailleurs, dans le bouquin qui est paru sur Barcelone, sur les photographies de Barcelone, il y a un écrivain qui a fait un petit texte et il a appelé ça la tentation du cinéma. Je pense que c'est perceptible aussi par n'importe qui de voir qu'il y a ça qui se construit, qu'on peut avancer dans les images, qu'on pourrait les animer presque. C'est une sorte de travelling aussi. Je suis peut-être un peu plus souple maintenant, mais en même temps, c'est toujours ce système qui est cette construction-là qui prédomine. Mais il y a eu plusieurs soliloques. Et le dernier sur le Japon, il est quand même très différent. Oui, les soliloques, ça traverse mon travail, quoi. Avec, comme je disais au préalable, c'est des moments plus légers au niveau du travail, plus rapides. Voilà. Mais dans Soliloque, il y a le fait de se parler à soi-même dans le Soliloque. Est-ce que
Est-ce que Ouais. c'est une autre manière d'aborder le film par rapport aux autres? Non, c'est pas une autre approche, c'est un autre moment, disons. C'est un moment qui doit être fabriqué, vécu différemment. Plus légèrement, plus souplement, plus rapidement aussi. Parce que dans vos films, il y a aussi une sorte de site, enfin, je sais pas comment dire ça, un ancrage qui peut être aussi d'ordre géographique, parce que vous avez filmé en Algérie, vous avez filmé en Espagne, vous avez filmé à Londres, vous avez filmé au Japon, et à chaque fois on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'aboutit dans la recherche. Il y a une recherche qui est évidente, mais on a l'impression que le film arrive à creuser quelque chose suffisamment, je ne sais pas si c'est en profondeur ou quoi, mais qu'il épuise quelque chose, qu'il va au bout de quelque chose, le film. Je ne sais pas si... Alors, ouais, ce qu'il faudrait dire, c'est que le temps de production dans ces soliloques est quelque chose, comme je disais, de léger et de plus rapide. Par contre, je pense que le temps de maturation préalable, mais pas forcément de maturation, mais le temps d'apprentissage du lieu, hein, si on parle des villes, est beaucoup plus long. Ça veut dire que, par exemple, si on parle du film algérien, la première fois où j'étais en Algérie, accompagnée de ce monsieur qui est là-bas derrière, c'était en 1971, je crois, de ne pas me tromper. Et puis après, j'y suis plus retournée pendant... Bon, on a vécu une certaine expérience sur place, une certaine approche première, et je ne suis plus jamais retournée en Algérie pendant 10 ans ou 15 ans, beaucoup plus 15 ans que moi. Et puis, la fois d'après, j'ai eu une approche complètement différente, c'est-à-dire une autre maturité de mon côté et une autre relation aux gens du pays. Et puis après, j'y suis retournée assez régulièrement pendant 4 ans. Et puis après, j'ai fait le film. Mais il y a tout ce préalable qui s'est accumulé quand même, sans avoir une idée de film. Mais c'est une relation à la vie, au quotidien. Et tout d'un coup, il y a eu un moment où je me suis dit, ah là, je vais faire un film. Maintenant. À cause de la situation aussi là-bas, politique. À cause de la situation, à cause de mon rapport à ce pays, à cause de ce que j'avais accumulé comme expérience. C'est difficile d'être très clair, quoi, mais c'est comme ça. Il y avait une forme d'urgence. Bon, là, en l'occurrence, il y avait surtout une urgence au niveau du tournage parce que je savais que si on ne tournait pas à ce moment-là, c'était fini, on ne pouvait plus tourner. Ça, c'est indépendant de moi, mais c'est juste qu'il y a eu un moment où il a fallu que ça se resserre très vite et qu'on tourne. Tu parles de la passation du médium, de ton travail à l'écrit. Il y a cette difficulté de l'écrit. Ça rappelle qu'on doit passer d'un récit oral, d'une transmission éventuellement générationnelle ou populaire, à un écrit qui serait alors tout à fait un autre ordre, un autre médium. Et par contre, est-ce que tu es arrivé, à ton sens, à garder le sens de ton travail dans cette monographie, où il y a une réduction du sens dans ce passage de ton travail à l'écrit? Alors, ça, moi, je ne peux pas le dire. Parce que pour moi, c'est évidemment, ça a été la difficulté de ce travail, c'est d'essayer de conserver sans les mots et sans l'ampleur d'un film, de conserver le sens de l'ensemble de ce que je fais en général. Et ça, moi, je le retrouve quelque part, ce sens-là. Mais c'est pas moi qui peux dire ça, parce que c'est comment le lecteur ou le regardeur va trouver ce sens-là où il ne va pas le trouver. Ça. Alors bon, je pense que le texte de Bovier à la fin
Je pense que ça aide aussi comment on dit, a posteriori, ou si on y revient, ça permet de faire un aller-retour entre le texte et les images. Après, une fois qu'on a regardé les images, on peut aller plonger dans le texte, essayer d'en comprendre. Et vous avez parlé d'aventure tout à l'heure. Est-ce que vous considérez que chaque film est une forme d'aventure? Non. Vous avez parlé d'aventure par rapport à votre travail. Parce que par rapport à ça aussi, parce que ça, pour moi, c'était une aventure. J'ai jamais fait ça avant. Et puis je ne le ferai plus jamais. Donc c'est vraiment une espèce de chose comme ça, un peu un objet volant non identifié presque. C'était s'atteler à une tâche qui pour moi s'est avérée un peu presque au-dessus de mes forces, quoi. Et il y a presque tout, mais pas complètement, quand même, vous disiez. On est parti avec 200 pages. On en avait 340. Il a fallu descendre à 270. Le reste, c'est passé à la poubelle, quoi. C'est normal, c'est comme ça. C'est pas... Est-ce que vous en attendez un regard nouveau sur votre travail de la part des lecteurs, regardeurs du cinéma? Mais on a toujours envie d'avoir des regards et un dialogue, des regards nouveaux, des idées nouvelles. Toujours, tout le temps, quoi. C'est comme ça qu'on bouge aussi, qu'on avance. Oui, par rapport à projeter un film et faire un livre, voilà, c'est non. pas tout à fait la même chose, peut-être. C'est vraiment pas la même chose. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est aussi un peu comme c'est un peu une mise au clair de soi-même, de ce qu'on a fait pour soi-même, aussi à un moment donné. Replonger dans des choses qu'on a oubliées, par exemple. Ça arrive, hein? Moi, ça arrive, voilà. Mais tout d'un coup, je dis, ah oui, ça c'était quoi déjà? Oui, je voulais vous demander quel est votre rapport à l'image de la peinture, particulièrement dans le film, il y a une allusion au déluge d'Uccello. Et il me semble retrouver dans ce que j'ai vu de ce film, à la fois une narration et un arrêt, quelque chose qui est de l'ordre de la peinture. Il me semble, enfin, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais vos films sont en mouvement, mais à la fois ils sont comme des moments d'arrêt, ou en tout cas il y a de l'arrêt dans le mouvement. Et d'ailleurs la monographie montre des images arrêtées, et cet arrêt dans une narration qui pourtant se déploie, je ne sais pas comment vous le dire. Il me semble que je trouve ça, il me semble qu'il y a un rapport, je m'excuse peut-être de me perdre dans ce que je veux dire. Dans le déluge d'Uccello, dans cette fresque, il y a toute une histoire fantastique qui est contenue dans cette image et qui se déploie en fait dans un temps qui est à la fois arrêté et en expansion peut-être d'une certaine manière. Et il me semble que, en plus, vous avez arrêté là le film à la moitié sur de l'eau et sur donc une image qui moi m'évoque le déluge aussi. Donc enfin, je ne sais pas je voulais vous interroger sur votre rapport à la peinture et cette image arrêtée et cette narration dans un art. Alors moi, je voudrais juste, avant de parler du déluge d'Uccello, vous venez d'évoquer quelque chose auquel je n'ai strictement jamais pensé. C'est qu'effectivement, l'eau, elle n'est pas là à cause du déluge d'Uccello, mais l'eau, elle est là juste parce que le personnage dont on parle est mort noyé dans l'eau. Mais évidemment, tout le film, il est en rapport. Tout à l'heure, je parlais de l'après-Renaissance, qui a été une très grande influence sur mon travail visuel, si on veut, sur mon approche visuelle, qu'elle soit au niveau du dessin ou du cinéma.
Mais alors celle-là, je ne l'avais pas trouvée. Mais par contre, c'est vrai que toute la narration, qu'il y a toute cette espèce il y a toute l'histoire énorme dans cette fresque d'Uccello qui est, oui, quand on la découvre, est quelque chose qui est totalement submergent, si on peut dire, mais tout en étant toujours à distance aussi. Et c'est cette relation, peut-être c'est pour ça que je suis... enfin, j'en sais rien, maintenant je bouge aussi beaucoup, mais disons que quand j'ai commencé mon travail, je me sentais très très proche de toutes ces démarches, celle d'Uccello, mais celle de Piero della Francesca, celle de Masaccio, enfin cette période-là, on pourrait même revenir un peu plus en arrière, cette période-là de la peinture a une très grande influence sur mon approche formelle dans les images que je fais. Ça, c'est très clair. Il y a une densité dans vos images qui rappelle celle de... Vous parliez d'une densité de vos oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait, je sais pas, 5 ans d'histoire qui étaient condensés dans une fresque qui fait juste... En fait, elle est énorme, mais elle est quand même toute petite, quoi. C'est un mur de... Et je me permets de dire que c'est peut-être pour ça que vos films permettent un passage à la monographie avec ces images arrêtées, parce que dans ces images arrêtées, il y a cette densité qui vient peut-être de ces images de la Renaissance, ou en tout cas qui sont travaillées de telle manière qu'elles permettent ces arrêts, ces coutures. Alors ça, c'est plus présent comme ça chez moi. Je crois que c'est une chose qui a été assimilée il y a très longtemps et qui est une toile de faux, quoi, ce qui a fini par, oui, ce qui constitue mon approche visuelle en fait. Parce qu'il y a aussi des projets qui sont restés dans les tiroirs, comme 60s. Ah oui, bien sûr, oui, bon, bah ça, j'ai hésité à un moment donné à mentionner aussi, avec une page blanche et un titre, les projets qui étaient restés dans les tiroirs. Et puis finalement, comme on avait déjà beaucoup trop de matière, qu'il a déjà fallu réduire, je me suis dit, je ne vais pas encore prendre des pages pour ce qui n'existe pas. C'est possible d'en savoir un peu plus ou C'était un projet, c'était de reprendre, mais de toute façon vous n'avez pas vu les films, mais, le triptyque qui était les 3 longs métrages de fiction de la décennie 80, c'est-à-dire Un autre été 81, 84, 85 pour précis, et puis Perfect Life. Qui sont tous sur dérive, hein, les 3 films. Qui sont tous sur dérive parce qu'ils ont été restaurés, donc digitalisés. Et je sais plus, 90, 2000, en 2010, 20 ans plus tard, j'ai décidé de faire un long métrage dans la même démarche, de faire un quatrième morceau avec les enfants. Les enfants de tous les personnages qu'on voit dans ces 3 films. Mais c'est fictif, hein, mais les enfants des gens qui sont autour de moi et les enfants que je connais, quoi, que j'ai vu grandir, qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux des gens qui sont dans ces films-là, on peut dire. Et puis, ils étaient très enthousiastes. Et c'était 5 plus 5, donc 5 vieux, les vieux d'avant, qui avaient vraiment vieilli, 20 ans de plus. Et puis les enfants. Et le boum. Commence qu'ils dialoguent. Et donc, pour une fois, il y avait beaucoup de dialogues. Yves Torel a écrit avec moi. Donc le projet a quand même été assez avancé, même s'il il était prêt à tourner, mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé de financement. Mais alors vraiment pas, hein, quand je dis pas, c'était vraiment 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que même localement, on n'a pas trouvé de financement. Et ça tient à quoi, ça? Un changement radical, hein, dans la société, dans la production, dans le rapport à la culture, de qu'est-ce qu'on appelle de la culture,
de qu'est-ce que c'est la radicalité dans une démarche cinématographique, c'est fini. Dans ma tête. L'envie de le faire. Pardon? L'envie de le faire. Non, ça parce que les enfants, ils ont des enfants maintenant, et puis ils ont 40 ans, quoi. Donc, et puis c'était aussi une relation, je les connais, c'est pas tous, mais disons que c'était construit sur une relation quand même avec certains, enfin avec des enfants si on veut, qui m'ont permis de construire cette chose. Et là, je ne sais plus comment ils sont les enfants maintenant, parce que c'est encore une autre génération, elle est encore différente, elle a des téléphones mobiles. Et elle est complètement. Faudrait travailler là-dessus, bien sûr. Mais j'ai plus de proximité. Je n'ai plus de proximité avec ça. Parce que voilà, ceux qui sont nés maintenant, ils sont encore comme ça. Donc, quand ils seront grands, il n'y aura peut-être plus de téléphone mobile et moi, je ne serai plus là. Donc, voilà, il n'y a plus de. Bon, Arnaud parle souvent de la distance que j'établis avec mon travail, mais là, il y a trop de distance. Il y a de la distance, mais il y en a trop. Je n'ai plus de relation vraiment. Donc, oui, ça, c'est peut-être une chose aussi dans mon travail, c'est que c'est à distance, mais il y a toujours quelque chose qui m'est très proche. Il y a toujours quelque chose dans mon travail qui fait partie de moi. C'est que je n'arriverai pas à écrire une histoire ou à penser une histoire, mais qu'elle soit photo ou n'importe quoi, si je n'ai pas cette proximité avec la chose qui m'est complètement... Est-ce que ces soliloques, ce serait comme des morceaux d'écriture que je ne pourrais pas écrire? Oui, enfin... Oui, peut-être. Souvent, j'ai pensé que... Bon, je pourrais me demander si les années que j'ai vécues avec Tangeré n'étaient pas aussi, pour moi, cette compensation de mon manque. De vivre avec quelqu'un qui est écrivain, ou qui a en tout cas la prétention d'être écrivain, était cette espèce de compensation que moi je pourrais jamais écrire. Parce que j'aime beaucoup, et donc, oui. Je sais pas, peut-être que c'était justement, il faisait ce que je pouvais pas faire moi. Oui, c'est un sentiment que j'ai quand je vois les soliloques, que je retrouve dans une partie de mon travail qui consiste à écrire. Et je me dis que le cinéma et l'écriture à cet endroit-là, ça se confond, il y a quelque chose. Oui, possible. Hein. Mais particulièrement pour celui-là, parce que c'est un mot croisé. Il y a ça aussi, ouais. Quand Parce même, que c'est un mot croisé. Il y a un mot croisé. Un mot croisé, pas le... Pardon? Non, je disais un mot, je n'avais pas compris le mot croisé. Ah oui, il y a vertical, horizontal. Ça aussi, ça sort du monde. Hein. Parce que ça fait la structure quand même, ça fait oui, c'est fondamental. Tout à l'heure, on entendait parler des couches, et c'est vrai que dans ce horizontalement, verticalement, c'est ça quand même. C'est la structure de la grille, enfin c'est tout, ça fait partie aussi, absolument, c'est fondamental dans le film. Oui. Et ouais, j'en ai épluché beaucoup, j'en fais jamais, hein, je suis incapable de faire ça. Mais j'en ai épluché beaucoup. C'est aussi une époque où le monde est une lecture quotidienne, hein, vraiment. Et donc, j'ai épluché ça pour trouver les phrases qui semblaient convenir à ce
que je voulais raconter, quoi. Oui, 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 Et mais puis évidemment la 11e, la dernière, elle est inventée, puisque alors la première elle dit je vis ma vie, ou je sais plus, oui je crois, oui je vis ma vie, et puis en fait à la fin du film, l'horizontale, c'est toujours vivante. Et c'est la fin, c'est un des derniers mots, enfin c'est vraiment la fin du film. Et donc ça c'est évidemment moi qui ai mis ma touche dans le mot croisé. On peut continuer autour d'un verre. Et la conversation. Merci, Léonie.